Je m'appelle Mohamed, Si Mohamed Habib, comme mon grand-père et mon arrière-grand-père. C'est lui sur la couverture de ce livre. Je l'ai pas connu, mais je connais toute sa vie. C'est important pour mon père de me transmettre son histoire car ça fait partie de ce que je suis aujourd'hui. Ce livre, mon père l'a coécrit et il a passé 4 ans à recueillir des témoignages et des récits de vie de retraités immigrés. Ce soir, c'est la soirée d'inauguration qui a lieu dans le quartier de la Villeneuve, là où vivaient mes grands-parents. Donc moi je m'appelle Abdesamad, je suis très ému. C'est très particulier pour moi parce que c'est peut-être la première fois de ma vie que je vais pouvoir me présenter dans un lieu et de dire je m'appelle Abdesamad et je suis un enfant du quartier. Voilà, je pense que je peux le faire qu'ici. Et avec cette soirée sur ce livre, sur les Chibani, c'est peut-être aussi le seul lieu où je peux dire je suis le petit-fils de Mohamed Habib, de Suya Habib. Quand mes 2 grands-parents sont décédés, j'ai voulu un petit peu m'investir et aller rencontrer des Chibani et les aider. Et en fait, je me suis vite rendu compte que c'est eux qui m'ont aidé. C'est-à-dire qu'ils m'ont raconté leur vie, leurs histoires, leur sagesse, qui m'ont transmis leurs valeurs. Et c'est vrai que j'ai longuement discuté avec eux. Ils m'ont raconté leur vie, et dont un Chibani en particulier me dit je ne sais pas ce que tu as mis dans mon thé, mais ce que je t'ai raconté, je ne l'ai raconté à personne. Alors prends-en soin. Du coup, j'avais ce dépôt-là, et qu'est-ce que je pouvais en faire ? Lors d'un voyage au Maroc, j'ai vu une scène qui m'a profondément marqué. C'est-à-dire que j'étais à Tanger dans un café, et je vois 2 Chibani, 2 personnes âgées, un Français et un Marocain. Et dans la discussion, je comprends qu'il y en a un qui doit accompagner l'autre à l'aéroport, pour une raison administrative. Donc je ne sais pas pourquoi, moi j'avais compris que le Français rentrait en France et que le Marocain restait au Maroc. Mais c'était l'inverse en fait. Le Français restait vivre au Maroc, et le Marocain, qui devait revenir pour des questions administratives, pour pas qu'on lui enlève son complément de retraite, a dû rentrer. Et il a dit à son ami, je te dis à dans 6 mois. Cette scène, pour moi, elle était juste irréaliste, en fait. Du coup, il y a plusieurs événements comme ça qui m'ont dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Et moi, j'avais envie de remettre une pièce dans la machine. Et du coup, je reviens vers Franck. Je lui raconte cette scène de ces 2 Chibani à Tanger. Je lui explique que j'ai commencé à écrire des choses, que j'ai recueilli pas mal de témoignages, et que j'aimerais vraiment en faire quelque chose et remettre de la lumière sur ces invisibles. Clairement, c'est avec des paroles aussi fortes et émouvantes qui m'a convaincu de rentrer dans cette aventure. Je dis cette aventure parce qu'on a travaillé dessus pendant 2 ans, que Abdesamad il a collecté des paroles pendant des années auparavant, donc c'est quelque chose, pour arriver au livre, c'est des années et des années en fait de travail, en fait, de réflexion. Merci en tout cas pour ces témoignages très émouvants. En tout cas, ça nous connecte. Je pense que là, j'entendais des gens là, qui envoyaient des réponses parce qu'ils savent. Je sentais là qu'il y a du vécu. Et là, c'est le moment où on peut poser des questions dans la salle. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le rôle des femmes qui ont poussé les hommes à aller justement au-delà de leurs propres convictions. Et je trouve que cette alliance Chibania et Chibani, pour moi, ça a été un révélateur dans ce livre. Pour ma part, j'ai été, ça se voit, ça s'entend, bouleversée. Et après lecture, je sens à travers ce livre comme une étreinte à nos Chibani et nos Chibanias qui nous ont quittés, qui sont toujours là. Comme pour leur dire, nous sommes là. Nous vous écoutons, vous n'êtes plus seuls. Et certains se battront encore pour vous. Mais je ne sais pas si notre dirigeant est suffisamment alerte aussi sur les effets que ça a sur les générations, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Il y a une blessure. Et ce manque de reconnaissance de nos pères, de nos grands-pères, va avoir un coût social, beaucoup plus important que ça aurait été, que le coût financier que ça peut représenter. Donc je comprends pas qu'on puisse pas avoir conscience de ça. Et moi, je suis quelqu'un, comme on dit, d'intégré.
Et quand je vois mes neveux, mes nièces, j'ai mal parce que ce que j'ai ressenti moi par rapport à mon père, voilà, ça se transmet dans le non-dit, et quand les choses se transmettent dans le silence, elles sont encore plus fortes. Je suis une enfant d'immigrés. Mon père est quelqu'un qui n'a jamais fait les allers-retours. Et donc je ne connais pas cette histoire. Et il a toujours été très silencieux. Donc je ne sais pas sa vie, je ne sais pas ce qu'il a pu ressentir, je ne connais pas cette histoire et je sais qu'il l'a vécue. Ce que j'avais à dire, c'est juste merci à vous parce que la transmission a été vraiment faite. Et aujourd'hui, je peux en parler avec mes enfants, je peux leur transmettre ce livre-là. Et cette histoire, je l'ignorais. J'avais entendu parler des Chibani. Moi, je n'ai pas grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de Chibani. Donc, donc j'étais loin. Et là, il me manquait quelque chose, une histoire que je ne connais pas. Et que j'ai découverte, j'ai entendu des morceaux, j'ai vu des pièces de théâtre, des choses qui sont très dures. Et en même temps, je ne sais pas qui a dit, mais de manière, je crois que c'est toi Franck, de manière très discrète, on ne dévoile pas tout, on ne reconnaît pas, on le dit parce qu'à un moment donné, il fallait dire quelque chose. Et voilà, mais en tout cas, c'est un très 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 beau livre et il y a du positif. Moi, je ne dis rien, mais il y a du positif. Merci à vous. Vraiment, merci du fond du cœur pour tous ces témoignages. Quand on a écrit le livre, l'objectif, c'était vraiment de réveiller des consciences, de donner à voir. Et j'ai l'impression qu'on y est arrivé. Et donc vraiment, moi, ça me remplit de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joie. Après tout ça, j'ai voulu moi aussi rencontrer d'autres Chibani. Et j'ai choisi d'aller à Roubaix, car cette ville a fait venir de nombreux travailleurs immigrés pour travailler dans les mines et dans les usines textiles. Ce documentaire, c'est une forme de continuité du travail de mon père, mais de mon point de vue, en essayant de mieux comprendre leurs problématiques. Alors, je pense que la première problématique, c'est la barrière de la langue, tout simplement. Les personnes, les Chibani et les Chibanias ne maîtrisent pas forcément bien le français, même s'il y a des Chibani, des Chibanias qui le parlent très très bien et qui le comprennent très bien, et j'en ai rencontré et ça force l'admiration. Mais il y en a beaucoup qui ne saisissent pas toutes les subtilités et qui peuvent vite se retrouver dépassés. Et parmi les problématiques que je rencontre le plus, c'est vraiment l'accès aux droits. Les dossiers sont longs, les dossiers sont difficiles parfois à comprendre. Les annexes les notices d'explication elles-mêmes nécessitent parfois une approche explicative. Donc c'est très compliqué. Peut-être parfois juste se mettre à la place d'une personne âgée qui ne comprend pas forcément bien le français ou même si elle comprend le français, c'est parfois des termes un peu compliqués à comprendre, des conditions aussi compliquées aussi à saisir. Donc il y a ce premier volet-là en termes juste de constitution de dossier. Et puis aussi, il y a la question de l'isolement social. Les personnes âgées, il y a certaines personnes âgées qui sont très isolées et qui sont en situation, ce qu'on appelle de mort sociale, qui ne rencontrent dans la semaine parfois que leur médecin ou que leur infirmière et qui n'ont pas d'interaction sociale avec les gens de l'extérieur. Donc il y a aussi cette grosse problématique-là que l'on rencontre de plus en plus. Je pense qu'on n'a pas assez conscience en fait de ce que ça fait humainement parlant, sur la psychologie de quelqu'un, de ne pas rencontrer de personnes en une semaine. Je pense qu'on est un peu victime d'un préjugé ou d'une idée reçue selon laquelle les Chibani et les Chibanias d'origine immigrée sont tous entourés de leur famille, sont tous entourés de leurs enfants, qu'ils ne sont pas placés en EHPAD ni en maison de retraite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument déconstruire en fait. Il y a des Chibani, des Chibanias qui sont seuls. Je suis parti à la rencontre de M. Samat et il a fondé une association de mineurs marocains pour qu'ils se sentent moins seuls et pour créer de la solidarité. Et son vécu m'a pas laissé indifférent. Dans sa vie, il a entrepris plein de choses pour que les Chibani aient les mêmes droits que les autres. Mais comme tous ceux qui ont essayé, c'est comme s'il parlait à un mur. Alors déjà, la première fois, le recruteur, Félix Moura,
il a l'habitude de sélectionner les gens qui sont à la fois gustos et puis pas nécessairement parler français. Au contraire, il ne faut pas qu'ils parlent français, il ne faut pas qu'ils soient déjà réussis à l'école. Voilà. Et à partir de là, je vous dis qu'on a été convoqués à Agadir, où on a fait le prise de sang. Ce médecin-là, ils nous ont sculpté, tout vérifié, les dents, le nez, les yeux, même physique, tout. Et c'est là qu'ils nous ont délivré une ordonnance. Et c'est à partir de là, on attend. Et jusqu'au moment qu'ils nous ont appelés pour dire soyez présents à tel jour, à telle heure. Et ils nous connaissent aussi parce que quand ils nous ont sélectionné Mora, ils nous ont photographié avec un numéro ici sur la poitrine. Donc chaque visage, il y a un numéro. Donc il se fait que ce numéro-là, sur place, il l'appelle, numéro tel, ben on sait que c'est nous. Et c'est de là qu'on est parti dans les autocars jusqu'à Casablanca, dans laquelle on a été arrivé. On est arrivé à 4 h du matin, on a attendu jusqu'à 7 h du matin. On commence à être embarqué dans le bateau qui va nous ramener à Marseille. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord, on est des garçons qui voudraient travailler. Au Maroc, il n'y a pas beaucoup de travail. Mais aussi, ceux qui sont venus dans les années 60, 62, etc., on a vu ces personnes-là, ils ont gagné un peu d'argent, qu'ils ont ramené à leur famille, eux-mêmes bien habillés. Donc voilà. Et la France aussi. La France, c'est pas rien. Et puis aussi, quand on voit les Français qui sont au Maroc, moi, ceux que j'ai vus à Agadir, ben, je voudrais bien être comme eux. Ils ont de l'argent, parfois même, ils ont des voitures. Ils ont été toujours bien respectés. Quand on fait la queue à l'administrative pour faire un papier ou une attestation ou quoi, nous, on fait la queue, des fois 20-30 personnes. L'Européen, le Français, il arrive. Oui, monsieur, il passe, il fait ce qu'il a à faire et s'en va. Donc, on a pensé qu'on va être comme eux quand on viendra ici. C'est, je dirais même un peu un obstacle d'être à l'aise, d'être bien. Mais tout ça, on l'a mis sur le compte de passage. On a dit, tiens, moi, de toute façon, je ne vais pas rester ici, comme des centaines de personnes. L'essentiel, c'est de comprendre comment il faut travailler. Là, ils nous ont fait passer 15 jours dans une école pour savoir maîtriser les outils avec lesquels on va travailler au fond. Parce que c'est vrai, 99% de nous ne parlent pas français. Et d'ailleurs, ils ne voulaient pas les personnes qui parlent bien français ou qui parlent français. Parce que sinon, il va comprendre, il va savoir, il va se débrouiller. Il va même exiger ou demander ses droits. Donc, non. Alors, au niveau de discrimination, on n'a pas tenu compte. Nous-mêmes, en tant que les travailleurs au Maroc, tout ça, on n'a pas pris en compte c'est quoi la discrimination. Donc, même quand on est arrivé ici, on a encore cette éducation, cette idée de dire on ne cherche pas à être comme les autres. Je travaille, ils me payent, et puis de toute façon, je vais partir. Mais ils ne sont pas partis, ils ont même une vie sociale et j'ai décidé d'accompagner un groupe lors d'une sortie à la plage. Mais en fait, j'ai fait une formation, un séminaire, je sais pas si tu connais, que t'avais Chouref, c'était un truc sur l'islam. Et en fait, وهذا السكن يحبوش يتفرغوا لا دابا يتفرغوا الخوه دابا يتفرغوا سباحه الحوايج ولا لا قلت لها ما تجيبيش وقلت عيطت لك ما رديتيش عليا وبنقول لك ما تجيبي والو راه كاين انا نجيب
قلت بالك واحد ما يجيبش واحد فوالا بسم الله Sur les macarons, j'ai au Menwaharan et les autres l'anglaise, ouais. Ils sont pas sucrés. Hein. Ça c'est l'église, هذا citron. Ouais. citron, j'aime bien citron. Je n'ai pas eu autant de témoignages que je voulais, car les Chibani et les Chibanias sont pudiques, et la présence de la caméra peut les freiner. Les Chibani, après m'avoir donné des témoignages forts, sont rétractés sur leur décision d'apparaître dans le documentaire. Je n'ai pu que respecter ce choix. Ils savent pas lire, savent pas écrire. C'est difficile pour moi. Très très difficile. Quelqu'un ne savent pas lire, c'est très difficile. Jusqu'à maintenant. Je suis tellement reconnaissant et admiratif de tous les efforts qu'ils ont faits pour que nous vivions une vie confortable. Je retourne à Grenoble pour vous présenter un dernier Chibani. Il s'appelle Béchir. Béchir, c'est assez particulier. Il est à la fois super intéressant de par sa sagesse et de par tout le savoir qu'il a, mais à la fois il a ce petit grain de folie qui fait qu'il est super attachant. Je suis arrivé en France avec un CAP d'ébéniste menuisier. Un métier que je n'ai jamais exercé parce que on me mit dans une école où j'aurais aimé faire de la mécanique, mais il n'y avait pas de place pour faire de la mécanique. Donc on m'a mis dans une école d'ébénisterie menuiserie. Mon arrivée en France, c'est comme tous les émigrés. Hein. C'est pas un exemple ni une banalité. Quand on dit Paris, ville lumière, moi je suis arrivé à Paris le 17 décembre 65. C'était tout noir. On les a enlevés hier. Ouais. Hein? La terre. Ouais. Et la terre, c'est bien. Elle parle. Il faut comprendre son langage. Et... Le premier choc, c'était dans le bateau même, puisqu'il y a eu une tempête dès qu'on a quitté le port de Tunis. Et on a été obligé de longer les côtes algériennes. Et on est arrivé avec quelques heures de retard par rapport au temps prévu. Et cette tempête a fait que tous ceux qui étaient à bord sont arrivés au port de Marseille dans un état lamentable. Moi, personnellement, j'étais KO. Je n'ai pas ni bois, ni bu, ni mangé pendant 28 heures. Là, c'était très, très, très difficile. Parce que je voulais m'inscrire dans une école, donc pour faire de la mécanique. On me demandait un récépissé de la préfecture. Et quand j'allais à la préfecture, on me demandait un papier d'inscription à l'école. La seule manière de pas de déjouer, puisque l'administration, on ne peut pas la déjouer. L'administration, on ne peut que l'affronter et composer avec elle. On arrive avec sa propre histoire. Et on va affronter le monde avec sa propre histoire. Il va falloir s'adapter. Non, quand on me pose cette question-là, bien souvent j'ai dit j'ai deux cultures. Les cultures arabo-musulmanes, méditerranéennes, et celles européennes, deux cultures. Ils s'emboîtent pour moi.
Et comment on me pose la question, comment tu le regardes? Je dis, je les regarde les deux en même temps, mais je ne louche pas. Oui, salam Habibi. J'espère que tu vas m'entendre parce que là, je suis au bord de l'océan, il y a beaucoup de vent. Mais pour faire court, tu sais, tu as la coopérative des Chibani qui ont écrit un plaidoyer que tu peux retrouver sur leur site. Mais pour résumer, ça dit qu'il faudrait que l'État fasse respecter la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, en aidant notamment les aidants au niveau de la proximité. Il faudrait aussi que, tu sais, les foyers et les HLM fassent des travaux pour adapter les logements, les salles de bain. Il faudrait aussi rendre plus visible dans les médias, mais aussi sur l'espace public, avec des monuments, avec des noms de places, avec des noms de rues. Il faudrait que les CCAS ils intègrent cette question dans leur politique sociale et qu'ils forment tous les travailleurs sociaux à ce sujet. Tu sais, dans les familles, les Chibani qui sont soutenus par des enfants sont souvent soutenus par un seul de la fratrie. Et ça repose souvent sur une fille qui se sacrifie. Donc il faudrait partager l'aide. Il faudrait aussi que les enseignants puissent transmettre cette histoire aux élèves, parce que notre pays, en fait, il ne serait pas ce qu'il est au niveau des infrastructures, au niveau des routes, au niveau des bâtiments, au niveau même du patrimoine, sans les Chibani, et sans parler de la question de l'apport pendant la guerre. Il faut multiplier en fait la mise en lumière. Voilà, je t'embrasse Habibi et on s'appelle ce soir. Non, ça c'est du petit four. Mange tout, j'en ai. En tant que citoyen, on peut aider les Chibani, mais la majorité des éléments dépendent de décisions politiques. C'est pour cela que dans le livre, une Chibania écrit au président. Monsieur le Président de la République, laissez-moi vous révéler une histoire d'hommes et de femmes déracinés. Comme tant d'autres, pensez-vous peut-être. Ceux dont je veux vous parler ont cependant un lien particulier, un lien fort, un lien structurel à notre pays. Ils sont nombreux mais invisibles. Vous avez sûrement entendu leur nom au détour d'une réunion de travail. Mais la réalité humaine n'a pas dû vous être dépeinte. Sans quoi, Monsieur le Président, vous auriez réagi en hâte. Je vais vous parler des Chibani. Je m'appelle Natessi, je suis française, musulmane, fille de tirailleurs sénégalais et je suis moi-même une Chibania. L'histoire prend place tout au début des 30 Glorieuses. La France a besoin de bras. Il n'y en a pas assez dans le pays. Il faut chercher des hommes et des femmes ailleurs, dans d'autres contrées. Comme à de nombreuses occasions, la France ouvre ses frontières pour les accueillir. Elle n'a jamais eu à le regretter. Ces étrangers ont toujours rendu fier notre pays. Pensez que pendant la Seconde Guerre mondiale, le sigle MOI, main-d'œuvre immigrée, est devenu synonyme de résistance, de combat et de liberté. Ces héros-là n'étaient pas nés en France, mais ils se sont battus pour notre nation et l'idée qu'ils en avaient. L'un des partisans les plus connus du MOI, Missak Manoukian, a écrit « La vie n'est pas dans le temps, mais dans l'usage ». Comme il avait raison. Les migrants arrivés en France à partir des années 50 voulaient tous faire bon usage de leur vie, gagner dignement un salaire, aider leur famille et un jour revenir sur leur terre. Certains ont pu croire que chacun serait gagnant dans cette aventure. L'économie française se nourrirait de la force de ses travailleurs et les immigrés gagneraient leur pain, un toit et ils pourraient nourrir leurs proches au bled. Cette image idyllique a duré le temps d'une pensée. Si la famille restée au pays a pu imaginer que la vie était plus douce en France, les nouveaux arrivants ont vite compris qu'ils allaient souffrir. Les bidonvilles, les conditions de travail, le racisme et la jalousie. Tout allait être une lutte au long cours. Pourtant, ils ont décidé de ne pas abandonner et de tout porter sur leurs épaules. Pour l'honneur, pour l'image qu'ils souhaitaient envoyer auprès des leurs, pour l'argent aussi. Beaucoup de travailleurs migrants ont fondé une famille, quoi de plus naturel. Alors tout le monde a compris une chose, ces migrants allaient rester de nombreuses années. Beaucoup ont fait toute leur carrière professionnelle ici. Certains ont été chanceux, ils ont eu un bon patron et des papiers en règle. La plupart ont travaillé dans des conditions inhumaines, chaque franc gagné apportant son lot de douleurs et de maladies. Mais ils ont persévéré. À l'âge de la retraite, si la santé était bonne, ils pourraient enfin profiter de la vie. Malheureusement, rien ne s'est passé comme ils l'espéraient. Lorsqu'ils arrivent au crépuscule de leur vie, les Chibani se sentent vulnérables. Ils sont forcés de rester dans un isolement cruel
Et comme si ce n'était pas suffisant, ils sont traqués comme des délinquants. On pourrait attendre du pays pour lequel ils ont donné toute leur énergie autre chose que la stigmatisation, autre chose que d'être des cibles privilégiées pour l'administration. Avec un peu de recul, qui peut sérieusement croire que ces hommes et ces femmes sont à l'origine des maux de la société? Lorsque le tissu associatif est le seul rempart qui prend soin d'eux et les protège, on peut se demander où est l'État français, celui-là même qui est venu dans les plus petits villages d'Afrique pour les inviter à participer à l'effort national. Bientôt, cette épine dans la conscience nationale disparaîtra. Les Chibani vieillissent mal, ils partent plus nombreux chaque jour. Nous faisons partie de l'histoire de ce pays. Nos racines poussent à présent dans le sol français. Dans les contes Wolof, on affirme qu'il ne faut pas dire la vérité au chef, mais qu'il faut la poser à côté de lui. Aujourd'hui, je pose la vérité sur le sort de vos Chibani comme une pierre précieuse à vos côtés, Monsieur le Président. Il ne tient qu'à vous de la polir par la bienveillance du gouvernement, l'équité dans nos institutions, la reconnaissance sociale de ces hommes et de ces femmes. Avec votre soutien politique, tout devient possible, même ce qui a été refusé depuis 70 ans. La vie n'est pas dans le temps mais dans l'usage. Cela est vrai pour toute personne, même pour vous, Monsieur le Président. Réconcilier notre nation avec les Chibanias, les Chibani et leurs enfants. Vous serez, je l'espère, celui qui allégera cette souffrance que nous ne voulons absolument pas transmettre aux générations futures. Nos enfants doivent se construire dans la reconnaissance, la bienveillance et l'amour de notre pays. Je vous salue respectueusement, Monsieur le Président.